Jamais je n'aurais dû monter dans cette maudite montgolfière. À 45 ans, on pourrait croire que j'aurais appris à me fier à mon instinct, c'est concernant les hauteurs. Mais Margaret, ma voisine, avait insisté, prétendant que cela guérirait mon cafard d'anniversaire. Émilie, tu es penchée sur cette machine à coudre depuis des mois, vise un peu. La nacelle en osier tanguait sous mes pieds, tandis que d'autres passagers grimpaient à bord. Je serrais ma trousse de couture en cuir vintage comme un doudou, observant le brûleur rugir au-dessus de nous. Le pilote, un homme au visage buriné et au regard bienveillant, expliquait les consignes de sécurité pendant que je cataloguais mentalement chaque craquement. Première fois? Demanda une voix chaleureuse à côté de moi. Je me suis tournée pour voir une femme dont les cheveux blonds dorés captaient ample la lumière du matin, ses yeux bleus pétillants d'une curiosité sincère. Elle tenait un sac en toile rempli de matériel d'artiste, des tubes de peinture dépassant comme de petits soldats colorés. Et la dernière, je l'espère, ai-je marmonné, ce qui lui a arraché un petit rire. Je suis Cora, et vous avez l'air d'avoir besoin d'une distraction. Elle a désigné l'horizon alors que nous commencions notre ascension au-dessus des collines automnales de Winston-Salem. Je suis art-thérapeute, croyez-moi, je reconnais la terreur quand je la vois. Le ballon s'élevait et mes jointures blanchissaient sur le rebord de la nacelle. Cora s'est rapprochée, sa présence étrangement réconfortante. Parlez-moi de votre travail. Qu'y a-t-il dans cette trousse? Je suis couturière, des créations sur mesure, surtout des robes d'or de mariée. Les mots venaient plus facilement en me concentrant sur son visage plutôt que sur le sol qui rapetissait sous nous. Cette trousse appartenait à ma grand-mère. Elle contient encore son dé en argent. Une artisane? A souri Cora. Nous sommes donc toutes les deux dans le métier de la transformation. Vous avec le tissu, moi avec les âmes brisées. Soudain, une turbulence nous a frappés. La nacelle a tangué violemment sur le côté et j'ai trébuché en arrière. Les mains fortes de Cora ont attrapé mes épaules, me stabilisant alors que ma trousse de couture manquait de basculer par-dessus bord. L'espace d'un battement de cœur, nous sommes restés pressés l'une contre l'autre, ses doigts chauds sur mes bras. Je te tiens, a-t-elle murmuré, son souffle doux contre mon oreille. En bas, Winston-Salem s'étendait comme un patchwork, les feuilles d'automne peignant le paysage d'or et de cramoisi. La terreur a commencé à fondre pour laisser place à quelque chose d'inattendu, l'émerveillement. Les mains de Cora sont restées sur mes épaules plus longtemps que nécessaire, et je me suis surprise à étudier les fines rides au coin de ses yeux, la façon dont elle se mordillait inconsciemment la lèvre inférieure en se concentrant sur la vue. C'est magnifique, ai-je admis, surprise de ma propre honnêteté. Tout semble différent vu d'ici, a-t-elle convenu, mais son regard n'était pas posé sur le paysage. Il était sur moi. Le pilote signalait des points de repère alors que nous dérivions au-dessus de la ville, mais je l'entendais à peine. Quelque chose avait changé dans ce contact, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La présence de Cora à mes côtés semblait naturelle, comme trouvait-il la couleur de fil parfaite pour une pièce difficile. Vous transportez toujours votre matériel d'artiste? Ai-je demandé en désignant son sac. Toujours. On ne sait jamais quand l'inspiration va frapper. Elle a sorti un petit carnet de croquis, ses doigts se déplaçant rapidement sur la page. Comme maintenant. Quand elle a tourné le carnet vers moi, j'ai eu le souffle coupé. Elle avait capturé mon profil se découpant sur la toile du ballon, mais avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à rendre mes mains usées par le travail et mes cheveux parsemés de fils d'argent élégants, pleins de sens. Sur son dessin, je n'étais pas seulement Émilie, la couturière vieillissante cachée au-dessus de sa boutique. J'étais quelqu'un qui valait la peine d'être regardé. Je ne ressemble pas à ça, ai-je protesté doucement. C'est exactement à ça que vous ressemblez, a répondu Cora en déchirant la page pour me la tendre. Du moins, c'est ainsi que je vous vois. Nos doigts se sont effleurés lorsque j'ai pris le croquis, et cette étrange chaleur s'est de nouveau répandue dans ma poitrine. Le ballon a amorcé sa descente et j'ai réalisé que j'étais déçue. Cette connexion inattendue, ce sentiment d'être vraiment vu par une autre personne, prendrait fin dès que nos pieds toucheraient la terre ferme. Merci, ai-je dit en glissant soigneusement le dessin dans ma troussasse de couture à côté du dé de ma grand-mère. Pour le dessin, Tam- Doben Dedaseneti, pour m'avoir fait oublier que j'étais terrifiée. C'est alors que nous nous préparions à l'atterrissage, Cora a griffonné quelque chose sur un autre bout de papier, l'adresse de mon studio, au cas où vous auriez besoin d'une œuvre textile sur mesure ou si vous voulez simplement voir comment l'autre moitié crée.
J'ai accepté le papier, sachant déjà que je m'y rendrais. Quelque chose avait commencé là-haut, parmi les nuages, quelque chose qui semblait aussi essentiel qu'un point de couture parfait. En regardant le sourire chaleureux de Cora, j'ai compris que mon cadeau d'anniversaire n'était pas le vol en montgolfière. C'était la rencontre avec la femme qui venait de tout changer. 3 jours après le vol, je me suis retrouvée devant le studio d'art-thérapie de Cora sur Trade Street. Le croquis qu'elle m'avait donné était plié avec soin dans la poche de ma veste, le papier ramolli à force d'être manipulé. À travers les grandes fenêtres, je la voyais travailler avec un groupe de femmes, ses mains se mouvant avec grâce tandis qu'elle montrait des techniques de pinceau. La cloche a tinté quand je suis entrée et plusieurs têtes se sont tournées vers moi. Cora a levé les yeux, interrompant l'aide qu'elle apportait à une cliente avec ses aquarelles, et son visage s'est illuminé en me voyant. Un pot. Émilie, quel timing parfait. Elle s'est excusée et s'est approchée, les doigts tachés de peinture. J'espérais que vous passeriez. Je dois commander des œuvres textiles pour ma boutique, ai-je dit, le mensonge bien répété roulant facilement sur ma langue. La vérité, c'est que je n'avais pas cessé de penser à elle depuis 3 jours. Bien sûr, laissez-moi finir avec mon groupe, et nous pourrons en parler. Son sourire avait une chaleur qui a fait frémir mon estomac. Il y a du café dans l'arrière-salle si vous voulez attendre. J'ai erré dans son studio pendant qu'elle travaillait, admirant toile après toile d'œuvres vibrantes et curatives. Des photos sur les murs montraient Cora avec des survivantes de divers traumatismes, leur visage rayonnant d'un espoir retrouvé. Cette femme ne se contentait pas de créer de l'art, elle réparait des âmes. Elles sont toutes si belles, ai-je dit lorsqu'elle m'a rejoint 20 minutes plus tard. L'art a une façon de révéler la vérité, a répondu Cora en nous servant 2 tasses de café. À quel genre de pièce pensiez-vous pour votre boutique? Quelque chose qui capture la transformation, la façon dont un vêtement peut changer la perception que l'on a de soi-même. J'ai réchauffé mes mains autour de la tasse, comme votre croquis a changé la façon dont je me voyais. Elle m'a étudié par-dessus sa tasse de café. Vous l'avez gardé? Il est dans la poche de ma veste en ce moment même. Quelque chose a changé dans son expression, devenant plus intense. Voudriez-vous voir ma collection privée à l'étage? Je l'ai suivi au deuxième, passant devant des toiles couvertes de tissus fluides rendus en peinture et en technique mixte. Mais c'est l'œuvre dans le coin qui m'a laissé sans voix. Une œuvre d'art textile représentant des montgolfières flottant au-dessus de paysages d'automne entièrement créés à partir de boutons vintage et de dentelles. Quand avez-vous fait ça? Hier, je n'arrêtais pas de penser à notre vol. Cora s'est placée à côté de moi, assez près pour que je sente son parfum, un mélange de peinture et de savon à la lavande. Ou à vous? L'aveu et ses seaux restaient suspendus entre nous, comme une soie attendant d'être coupée. Je me suis tournée pour lui faire face, étudiant la tache de peinture sur sa pommette, la façon dont ses cheveux blonds captaient dans la lumière de l'après-midi qui filtrait par les hautes fenêtres. Je n'ai pas arrêté de penser à vous non plus. Sa main s'est levée pour toucher mon visage, ses doigts traçant la mèche argentée dans mes cheveux. Je n'arrête pas de me demander ce que ce serait. Quoi, qu'est-ce que ce serait? Au lieu de répondre, elle s'est penchée en avant et m'a embrassée. Doucement d'abord, comme une question, puis plus profondément quand je ne me suis pas reculée. Ses lèvres avaient net et le goût du café et des possibles, et je me suis surprise à lui rendre son baiser avec une fin que j'avais oubliée. Quand nous nous sommes séparés, toutes deux dénies, deux essoufflées, elle a appuyé son front contre le mien. Ça, a-t-elle murmuré. Mince, ai-je soufflé, le cœur battant à tout rompre. Je ne me suis pas sentie comme ça depuis des années. Moi non plus. Son pouce a caressé ma lèvre inférieure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avant que je puisse répondre, des bruits de pas ont résonné dans l'escalier. Nous nous sommes écartés d'un bond alors qu'un jeune homme apparaissait, transportant du matériel de nettoyage. Désolée Cora, je ne savais pas que tu avais quelqu'un. Je terminais juste une consultation, Marcus. Émilie, voici Marcus, mon assistant. J'ai réussi à faire des présentations polies, tandis que mon pouls revenait lentement à la normale. L'instant était brisé, mais l'électricité entre Cora et moi persistait, crépitant comme de l'électricité statique avant un orage. Je devrais y aller, ai-je fini par dire. Ma boutique ferme tard ce soir. Bien sûr. Cora m'a raccompagnée jusqu'à la porte, sa main touchant brièvement la mienne. À propos de ces pièces en tissu pour votre boutique? Il faudra que je voie davantage de votre travail d'abord. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un dîner?
Son sourire aurait pu alimenter tout le studio. Demain soir, je connais un endroit calme en ville. C'est un rendez-vous. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Oui, a-t-elle dit doucement. C'en est un. Je suis rentrée chez moi en flottant à travers les rues bordées d'arbres de Winston-Salem, dépassant les devantures et les cafés familiers qui me semblaient soudain plus lumineux, plus vivants. Dans ma boutique, entourée de rouleaux de tissu et de vêtements à moitié terminés, j'ai touché mes lèvres là où le baiser de Cora s'attardait encore. Margaret a frappé à ma porte ce soir-là, plus curieuse que d'habitude. Alors, comment c'était, ce studio d'art? Instructif, ai-je répondu, incapable de cacher mon sourire. Mon œil, instructif. Tu rayonnes comme une adolescente. Peut-être que c'était le cas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais comme quelqu'un qui valait la peine d'être courtisé, d'être embrassé, de vivre ce qui allait suivre. À l'étage, dans mon appartement, j'ai ressorti le croquis de Cora et l'ai étudié à nouveau. Elle avait vu en moi quelque chose dont j'avais oublié l'existence. Une femme capable d'être désirée. Demain soir ne pouvait pas arriver assez vite. Notre dîner s'était étiré sur 3 heures et en de conversations faciles, le vin nous rendant audacieuses dans nos confessions sur nos relations passées et les rêves que nous avions mis de côté. Quand Cora a suggéré de passer à ma boutique pour voir où je travaillais, j'ai su que nous entrions en territoire dangereux, mais j'ai quand même déverrouillé la porte. C'est incroyable, a-t-elle soufflé, passant ses doigts sur des rouleaux de soie et de dentelle vintage. Mon atelier occupait tout le rez-de-chaussée, des tables de coupe entourées de mannequins, drapées de robes de mariée à différents stades d'achèvement. 30 ans de collection, ai-je dit en allumant les lumières douces du plafond. Chaque tissu a une histoire. Elle s'est déplacée dans mon espace comme si elle y avait sa place, s'arrêtant devant une robe de soirée à moitié terminée d'un bleu nuit. La femme qui portera ça a de la chance. C'est une chirurgienne. Elle a perdu son sein gauche à cause d'un cancer l'année dernière. Elle voulait quelque chose qui lui permette de se sentir belle à nouveau. Les yeux de Cora ont rencontré les miens par-dessus la table de coupe. Vous ne faites pas que des vêtements, vous restaurez la confiance en soi, comme vous avec l'art-thérapie. La comparaison est restée en suspens entre nous alors qu'elle continuait d'explorer. Lorsqu'elle a atteint la cabine d'essayage dans le coin, elle a écarté le lourd rideau et est entrée. Ce miroir est immense. Je l'ai suivi dans le petit espace, soudain consciente de son intimité. Des miroirs à 3 voies nous reflétaient sous tous les angles, ses cheveux dorés captant la lumière, mes mèches argentées et paraissant étrangement élégantes à côté des siennes. Essayez ça, ai-je dit impulsivement, saisissant une robe fluide que je retouchais pour une autre cliente. Je veux voir quelque chose. Hein? Elle a haussé un sourcil, mais a commencé à déboutonner son chemisier sans hésitation. Je me suis détournée pour lui laisser son intimité, mais les miroirs m'ont trahi. J'ai surpris des aperçus de police, la courbe de sa colonne vertébrale, et j'ai senti la chaleur monter à mes joues. Tu peux regarder maintenant. La robe la métamorphosa, une soie d'un vert profond qui s'accordait avec ses yeux, coupée pour effleurer mort sa silhouette sans la mouler. Elle ressemblait à une femme consciente de son propre pouvoir. C'est parfait, ai-je murmuré, m'approchant pour ajuster les épaules. Nos reflets ça nous entouraient, moi derrière elle, les mains sur sa peau à travers la soie, elle observant mon visage dans le miroir. Émilie. Elle s'est retournée dans mes bras, la robe bruissant autour de ses jambes. Je dois te dire quelque chose. Quoi? Je ne me suis pas sentie comme ça pour quelqu'un depuis 5 ans, pas depuis que ma dernière relation s'est mal terminée. Ses mains ont trouvé ma taille, mais avec toi, c'est différent. Plus sûr. J'ai pris son visage en coupe entre mes paumes. Plus sûr, comment? Comme si je pouvais tomber complètement et que tu serais là pour me rattraper. Cette fois, quand nous nous sommes embrassés, il n'y a eu aucune hésitation. Sa bouche s'est ouverte sous la mienne, nos langues se rencontrant dans une danse qui a envoyé une décharge de feu dans mes veines. Je l'ai poussé contre le miroir, me pressant assez près pour sentir son cœur battre la chamade contre ma poitrine. Tu es sûre de ça? Ai-je demandé contre ses lèvres. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. La robe a formé une flaque à ses pieds alors qu'elle en sortait, se tenant devant moi dans la douce lumière de la cabine d'essayage. J'ai tracé la ligne de sa clavicule avec des doigts tremblants, submergés par sa beauté et sa confiance. Tu trembles, a-t-elle murmuré. Ça fait longtemps. Elle a pris mes mains dans les siennes, les portant à ses lèvres pour embrasser chaque paume. Nous avons toute la nuit.
Ce qui a suivi fut tendre et intense, 2 femmes se croisent, se trouvant dans le sanctuaire silencieux de mon atelier. Entre les miroirs et les tissus drapés, nous avons exploré cette nouvelle connexion avec le même soin que j'utilisais pour manipuler une soie précieuse. Chaque contact était délibéré, chaque baiser une promesse. Après, nous étions allongés enlacés sur le petit canapé de mon bureau, sa tête sur mon épaule, nos respirations revenant lentement à la normale. Je devrais probablement y aller, a-t-elle dit sans bouger. Devrais-tu? Ai-je demandé en traçant des motifs sur son bras nu. Oui, mais je n'en ai pas envie. Elle a relevé la tête pour me regarder. C'est compliqué. Ça n'est pas obligé de l'être. Je travaille avec des survivantes de traumatismes, Émilie, des femmes qui ont été blessées par des gens en qui elles avaient confiance. Je ne peux pas me permettre de complications dans ma vie personnelle. Je la sentais s'éloigner, ériger des murs, alors même qu'elle était nue, pas elle était nue dans mes bras. C'est ce que je suis? Une complication? Non. Elle s'est assise, attrapant ses vêtements. Tu es quelque chose de bien plus dangereux. Tu es quelqu'un que je pourrais aimer. Le mot est resté suspendu entre nous comme une épingle tombant sur un parquet. Amour. Aucune de nous ne l'avait dit, mais il était là, là, flottant dans l'espace où le désir venait de brûler si vivement. Est-ce que c'est que ce serait si terrible? Ai-je demandé. Elle s'est habillée rapidement, évitant mon regard dans les miroirs. J'ai besoin de temps pour réfléchir? Cora, attends. J'ai enroulé un déshabillé de soie Turokis, disait de ça autour de moi et l'ai suivi vers la porte. Ne fuis pas ça. Sur le seuil, elle s'est retournée vers moi. Son visage était tourmenté, déchiré entre le désir et la peur. Je ne fuis pas, je suis prudente. Avec qui? Moi ou toi-même? Elle m'a embrassée une dernière fois, un baiser doux et triste à la fois. Après son départ, je suis restée dans ma boutique vide, entourée de robes de mariée et des rêves de bonheur des autres femmes. La cabine d'essayage portait encore son parfum et je pouvais sentir le fantôme de ses mains sur ma peau. Margaret avait raison, je rayonnais, mais maintenant je me demandais si cette lueur n'allait pas me brûler vive. Pendant 3 jours, Cora a évité mes appels. Je me suis noyée dans le travail, cousant à la main des perles complexes sur une robe de mariée, tout en rejouant chaque instant de la cabine d'essayage. Avais-je trop poussé? Étais-je allée trop vite? L'incertitude me rongeait comme de l'acide sur de la soie. Puis elle est apparue à ma boutique le jeudi soir, portant une grande toile emballée dans du papier craft. Je t'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit, la voix hésitante. Des cernes sous ses yeux suggéraient Nanin qu'elle avait aussi mal dormi que moi. À l'intérieur de l'emballage se trouvait un chef-d'œuvre en technique mixte. Elle avait tissé de véritables morceaux de tissu dans la peinture, des chutes de motifs de montgolfière, des feuilles d'automne pressées. Entre les couches et parcourant l'ensemble, des fils d'or captaient la lumière comme des rayons de soleil filés. C'est nous, ai-je soufflé, reconnaissant l'histoire racontée par la texture et la couleur. Notre commencement. Je l'ai commencé le soir où je suis partie d'ici. Elle observait mon visage pendant que j'étudiais chaque détail. Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit sur le fait de ne pas fuir. Et qu'as-tu décidé? Au lieu de répondre directement, elle a sorti une petite boîte en velours de sa veste. J'ai autre chose. À l'intérieur se trouvaient des boutons vintage, en nacre, en laiton, en argent. Chacun unique, mais formant un ensemble harmonieux. Ils viennent de ventes de succession. Je les collectionne depuis des années en attendant le bon projet. J'ai soulevé un bouton, sentant son poids et son histoire. Ils sont magnifiques. Je veux que tu les utilises pour créer quelque chose qui soit à nous. Elle s'est rapprochée, sa nervosité palpable. Une veste peut-être? Quelque chose que je pourrais porter et qui me rappellerait toi chaque jour. Le geste m'a frappé plus fort que n'importe quelle déclaration d'amour. C'était Cora qui offrait la permanence, me demandant de tisser littéralement notre histoire dans quelque chose qu'elle pourrait porter. Tu veux que je te fasse quelque chose? Je veux que nous fassions quelque chose ensemble. Elle a touché ma main qui tenait le bouton. Si tu es prête à essayer ça, quoi que ce soit entre nous. J'ai posé délicatement la boîte sur ma table de coupe et me suis tournée pour lui faire face. Cora, j'ai besoin de savoir, es-tu ici parce que tu en as envie ou parce que tu te sens coupable pour l'autre soir? Je suis ici parce que j'ai passé 3 jours à essayer de me convaincre que c'était une mauvaise idée et j'ai échoué. Elle a pris mon visage en coupe. Je suis ici parce que tu m'as tellement manqué que ça faisait mal.
Cette fois, quand elle m'a embrassée, c'était différent. Moins désespéré, plus certain, comme si elle avait fait la paix avec la décision qui l'avait ramenée à ma porte. Reste ce soir, ai-je murmuré contre ses lèvres. Je ne peux pas. J'ai une séance tôt demain matin avec un groupe de victimes de violences domestiques. Alors reviens demain après le travail. On commencera la veste ensemble. Elle a souri. Le premier vrai sourire que je voyais de sa part de toute la semaine. C'est un rendez-vous. Le lendemain soir, nous avons étalé des échantillons de tissu sur ma table de coupe comme une carte au trésor. Cora avait apporté du vin et un repas chinois à emporter, transformant mon espace de travail en un lieu intime et chaleureux. Et celui-ci? Ai-je demandé en tenant un lainage bleu marine profond. Il mettrait tes yeux en valeur? Trop sérieux. Je veux quelque chose de vivant. Elle a pris un rouleau de tissu gris anthracite avec de subtils fils d'argent. Celui-ci, il est élégant mais pas guindé. J'ai commencé à esquisser des idées de dead design pendant qu'elle triait les boutons par taille et par couleur. Ses doigts se déplaçaient avec la même précision que je lui avais vu utiliser avec ses pinceaux, créant de petits tas harmonieux. Raconte-moi ta pire cliente, a-t-elle dit, s'installant dans le rythme de notre travail. Une future mariée capricieuse qui voulait que sa robe s'illumine littéralement avec des bandes de LED. J'ai ri en me remémorant. Elle m'a renvoyée quand j'ai refusé, à ton tour. Ma pire séance de thérapie? Un homme qui insistait sur le fait que l'art-thérapie était une absurdité féminine, mais qui était obligé d'assister par une ordonnance du tribunal. Elle a tenu 2 boutons pour comparer leur éclat. À la fin, il pleurait sur une peinture au doigt de son chien d'enfance. Nous avons travaillé jusqu'à minuit, la veste prenant forme sur le papier tandis que la confiance se construisait entre nous par petites confessions et rires partagés. Quand elle s'est finalement préparée à partir, je l'ai raccompagnée à la porte. C'est agréable, a-t-elle dit en désignant les échantillons de tissu encore éparpillés sur ma table. De construire quelque chose ensemble, ce n'est que le début. Je l'ai embrassée pour lui souhaiter une bonne nuit, un baiser doux et plein de promesses. Demain, on commence la coupe du patron. Mais tandis que je la regardais rejoindre sa voiture sous la lueur des lampadaires, un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'octobre me parcourut. Un bonheur si pur me semblait fragile, comme une dentelle ancienne qui se déchire à la moindre pression. Plus tard, seule dans mon lit au-dessus de la boutique, je traçais du doigt Kena, le contour de son œuvre d'art accroché au mur de ma chambre. Des fils d'or captaient le clair de lune qui filtrait par la fenêtre et pour la première fois depuis des années, je m'autorisais à imaginer un avenir où les rêves de quelqu'un d'autre se tissaient aux miens. La voix de Margaret résonna depuis l'appartement voisin alors qu'elle parlait au téléphone avec sa sœur. Émilie s'est trouvée une petite amie, l'entendis-je dire à travers les murs fins. Il était grand temps, si tu veux mon avis. Je souris contre mon oreiller, même les voisins nous encourageaient. Peut-être que cela suffirait à protéger cette magie fragile. 2 semaines plus tard, la veste de Cora, terminée, était suspendue à mon mannequin, tel un testament de ce que nous avions construit ensemble. La laine anthracite se mariait parfaitement avec les boutons vintage qu'elle avait choisis, chacun placé avec un soin délibéré pour capter la lumière au niveau de son pouls. Lorsqu'elle l'essaya ce vendredi soir-là, je sus que j'avais créé plus qu'un vêtement. J'avais façonné une armure pour la femme dont j'étais en train de tomber amoureuse. Elle est parfaite, souffla-t-elle en tournant devant mon grand miroir. La veste épousait ses courbes, tandis que les fils d'argent accrochaient notre touche et les lumières du plafond, la faisant paraître comme illuminée de l'intérieur. C'est toi qui es parfaite, la corrigeai-je en passant derrière elle pour ajuster le col. Dans le miroir, nous semblions faites l'une pour l'autre, ses cheveux dorés contrastant avec le tissu sombre, mes mains sûres et douces sur ses épaules. J'ai une idée, dit-elle soudain en se retournant vers moi. Partons ce week-end, juste nous deux. Mon estomac se noua d'excitation et de nervosité. Où ça? Dans les Blue Ridge Mountains, il y a une petite chambre d'hôte que je veux essayer depuis longtemps. Elle prit mes mains dans les siennes. Un peu de temps loin de Winston-Salem, loin des regards appuyés et des conversations chuchotées, ça nous ferait du bien. Je savais ce qu'elle voulait dire. Bien que nous ayons gardé notre relation discrète, les petites villes ont leurs propres moyens de sentir le changement. Les sourires entendus de Margaret, la façon dont les autres commerçants nous observaient ensemble pendant nos déjeuners, le changement subtil dans la manière dont les gens me saluaient dans la rue.
Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Un week-end à l'extérieur, ça veut dire que j'en ai fini d'être prudente? Elle m'embrassa doucement. Ça veut dire que je veux me réveiller à côté de toi sans m'inquiéter de qui pourrait voir ma voiture garée devant chez toi. Le samedi matin arriva, frais et lumineux, l'automne peignant les montagnes dans des teintes assorties aux boutons de Cora. Elle vint me chercher dans sa Honda rouge, les sacs de voyage à l'arrière, à côté d'une glacière remplie de vin et de fromage. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pris un vrai week-end, admis-je alors que nous serpentions à travers les contreforts en direction d'Asheville. C'était quand tes dernières vacances? Définis le mot vacances de mais, dit-elle en riant, tendant la main pour serrer la mienne. D'accord, je vois, on en a toutes les deux besoin. La chambre d'hôte était tout ce qu'elle avait promis. Une maison victorienne restaurée, perchée sur une colline, surplombant des vallées ondoyantes. Notre chambre avait un balcon privé et une cheminée parfaite pour la fraîche soirée d'octobre qui s'annonçait. Regarde cette vue, murmura Cora en sortant sur le balcon avec deux verres de vin. Au-dessous de nous, les montagnes s'étendaient à l'infini, peintes d'or et de pourpre par le soleil couchant. Je regarde quelque chose de bien mieux, dis-je en me plaçant derrière elle pour l'enlacer. Elle s'adossa contre moi et pendant un instant, le monde sembla parfaitement à sa place. Nous fîmes l'amour cette nuit-là avec une tendresse qui nous surprit toutes les deux femmes enfin libérées du poids des attentes des autres. Après, elle traça des motifs paresseux sur mon épaule nue tandis que j'écoutais sa respiration ralentir vers le sommeil. Émilie? Hmm. Ah, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Mon cœur s'arrêta, puis repartit à double vitesse. Tu crois? Non, je sais que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Elle se redressa pour me regarder dans le clair de lune qui entrait par la fenêtre. C'est terrifiant ou merveilleux? Les deux, admis-je en touchant son visage. Définitivement les deux. Le dimanche après-midi arriva trop vite. Nous fîmes à nos bagages cotis à contre-cœur, aucune de nous ne voulant briser le charme de notre refuge montagnard. La route du retour aurait dû être paisible, les routes sinueuses. Les couleurs de l'automne, Cora fredonnant au rythme de la radio pendant que je travaillais sur une petite broderie. Tourne ici, lui indiquai-je à l'approche du belvédère où nous nous étions arrêtés à l'allée. Je veux revoir la vue une dernière fois. Le belvédère était plus fréquenté qu'hier. Des familles avec enfants prenaient des photos, un couple âgé partageait un pique-nique. Cora se gara près du muret de pierre qui séparait l'aire d'observation du vide. Heureuse? Demanda-t-elle en prenant ma main alors que nous marchions vers notre endroit préféré. Parfaitement. Je l'embrassai sur la joue sans me soucier de qui pourrait nous voir. Merci pour ce week-end. Merci à toi d'avoir dit oui. Nous restâmes là peut-être 10 minutes, pointant des repères et planifiant notre prochain voyage. L'air d'octobre était vif mais pas froid, parfait pour le pull léger que j'avais jeté sur ma robe. On devrait y aller, dit finalement Cora. J'ai ma séance avec le groupe d'ados tôt demain matin. La descente commença en douceur. Cora était une conductrice prudente, les mains fermes sur le volant alors que nous naviguions dans les virages sinueux. Je lui parlais d'une commande de robe de mariée quand elle se raidit soudainement, ses jointures blanchissant sur le volant. Émilie, tiens-toi bien. Une camionnette avait surgi dans notre voie à la sortie d'un virage, sa trajectoire aussi rapide qu'imprévisible. Le conducteur était clairement ivre, zigzagant de part et d'autre de la ligne médiane. Cora donna un coup de volant sec vers la droite, mais l'accotement était trop étroit. Cora! L'impact nous projeta hors de la route en bas d'un petit remblai. Notre voiture fit 2 tonneaux avant de percuter un arbre dans un hurlement de métal et une explosion de verre. Puis tout devint noir. Je me réveillai au son des sirènes et de la douleur, mon côté gauche en feu, de la tempe à la clavicule. Les ambulanciers coupaient nos ceintures de sécurité, leur voix urgente et professionnelle. À travers le chaos, j'entendis Cora appeler mon nom. « Je suis là », essayai-je de dire, mais ma voix n'était qu'un murmure. La dernière chose que je vis avant qu'on ne me charge dans l'ambulance fut le visage de Cora, strié de larmes et de sang, sa belle veste déchirée et tachée. Elle tendait la main vers moi alors qu'on nous séparait, sa bouche formant des mots que je ne pouvais entendre par-dessus le vacarme des sirènes. Puis l'obscurité m'engloutit à nouveau et notre week-end parfait devint le dernier souvenir de la femme que j'étais.
Le miroir fut le premier ennemi que j'affrontais après 3 semaines à l'hôpital. On m'avait installée dans une chambre privée où je pouvais éviter les regards des autres patients, mais il était impossible d'éviter mon propre reflet. Le côté gauche de mon visage ressemblait à de la cire fondue, des cicatrices d'un rouge agressif courant de ma tempe jusqu'à ma clavicule. Mon oreille avait partiellement disparu, mon cou était tordu dans un angle contre nature. Mademoiselle Thomas, la séance de kinésithérapie s'est bien passée aujourd'hui, dit le docteur Martinez en consultant mon dossier. La mobilité de votre bras gauche s'améliore. Je me détournai de lui, remontant la blouse d'hôpital pour couvrir davantage les dégâts. Quand est-ce que je peux rentrer chez moi? Bientôt, mais nous devrions discuter des options de reconstruction. Il y a un chirurgien plasticien que j'aimerais vous présenter. Non. Le mot sortit, tranchant et définitif. Je veux rentrer chez moi aujourd'hui. Margaret vint me chercher dans sa vieille Buick, son bavardage habituel remplacé par un silence prudent. Elle m'avait accompagnée au pire, me rendant visite tous les jours pendant que Cora attendait dans la salle d'attente après chaque opération, l'entrée lui étant refusée car elle n'était pas de la famille. Elle a appelé 17 fois aujourd'hui, dit Margaret alors que nous nous engagions dans l'allée derrière ma boutique. Cette fille me... Si, se ronge les sangs. Je te l'ai dit, je ne veux voir personne. Émilie, ma chérie, tu ne peux pas te cacher éternellement. Mais c'était exactement ce que j'avais l'intention de faire. Je montais les escaliers jusqu'à mon appartement avec l'aide de Margaret, puis je verrouillais la porte et tirais tous les rideaux. Le monde extérieur pouvait continuer de tourner sans Émilie Thomas. La femme qui existait avant l'accident avait disparu, remplacée par cette créature abîmée qui ne supportait pas de regarder son propre reflet. La boutique resta fermée, les clients appelèrent, puis cessèrent d'appeler. Des robes de mariée pendaient, abandonnées sur leurs mannequins comme les fantômes des rêves d'autres femmes. Je survivais grâce aux provisions que Margaret laissait devant ma porte et aux somnifères qui faisaient se confondre les jours. La voix de Cora devint une présence constante sur ma messagerie vocale. Au début, les messages étaient frénétiques, désespérés. Émilie, s'il te plaît, dis-moi juste que tu es en vie, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Puis, suppliant, je t'aime. Quoi que tu penses, quoi que tu ressentes, on peut surmonter ça ensemble. S'il te plaît, ne me rejette pas. Finalement, après 2 mois, sa voix se brisa complètement. Je sais que tu écoutes ces messages. Je sais que tu souffres, mais Émilie, je me noie. Je ne sais pas comment t'aider si tu ne me laisses pas essayer. J'effaçai ce message comme tous les autres, mais ces mots résonnèrent dans le silence de mon appartement longtemps après que le téléphone se fût tu. Les lettres commencèrent à arriver quotidiennement, manuscrites sur du papier à A en tête de son cabinet d'art-thérapie. Je ne les lisais pas, me contentant de les empiler sur le comptoir de ma cuisine à côté de la pile grandissante de factures impayées et de demandes de renseignements que je ne pouvais pas affronter. Elle est repassée, rapporta Margaret lors d'une de ses visites forcées. Elle restait assise sur ton perron pendant 2 heures hier, à attendre. Cette fille a perdu 7 kilos et Émilie. Elle a une mine affreuse. Bien, maintenant, elle sait ce que ça fait d'être un monstre. Le visage de Margaret se durcit. N'ose pas te servir de ce qui t'est arrivé comme excuse pour être cruelle. Mais la cruauté était tout ce qu'il me restait. C'était plus facile que d'admettre que j'aimais Cora trop fort pour la laisser me voir ainsi, plus facile que d'affronter la pitié dans ses yeux ou de la regarder lutter pour cacher sa répulsion. Le pire n'était ni la douleur, ni les cicatrices. C'était la façon dont les gens me regardaient lors de mes brèves sorties pour des rendez-vous médicaux. Les enfants me fixaient ouvertement jusqu'à ce que leurs parents les éloignent. Les adultes essayaient d'être polis, mais je surprenais leurs regards en coin, la manière dont ils reculaient inconsciemment quand j'approchais. Comment pouvais-je demander à Cora d'aimer ça? Comment pouvais-je la soumettre à une vie entière de ses regards, de ses conversations chuchotées sur sa pauvre petite amie balafrée? Elle méritait mieux qu'une femme qui faisait pleurer les enfants et mettait les autres adultes mal à l'aise. L'hiver s'installa sur Winston-Salem comme une couverture grise, et j'enveloppais mon isolement autour de moi comme une armure. Les factures de chauffage restaient non ouvertes. La boutique devint poussiéreuse et froide. J'existais dans un état suspendu entre la femme que j'avais été et la chose endommagée que je devenais. Un soir de décembre, je me retrouvais devant le miroir de ma chambre, fixant les ruines de mon visage sous la lumière crue du plafonnier.
C'était Derrick, c'était la réalité. Cette créature tordue et balafrée était tout ce qui restait d'Emily Thomas. Aucune quantité d'amour, d'art-thérapie ou de boutons vintage ne pourrait réparer ce que l'accident avait brisé. La veste que Cora portait lors de l'accident était suspendue dans mon placard, soigneusement nettoyée et réparée par le personnel de l'hôpital. Je la sortais parfois, la pressant contre mon visage, pour y déceler une trace persistante de son parfum. Mais même ce réconfort s'estompait, remplacé par l'odeur de mon propre désespoir. Ce soir-là, Margaret frappa à ma porte, plus insistante que d'habitude. Émilie, ouvre. Il y a quelqu'un ici qui doit te voir. À travers la fenêtre, j'aperçus une Honda rouge familière garée sous le lampadaire. Mon cœur s'emballa, mais je restai silencieuse, accroupie sous le rebord de la fenêtre comme une criminelle se cachant de la loi. Elle sait que tu es là-haut. Talaïa go, es go, c'est dans Bristol, cria Margaret. Elle ne partira pas tant que tu ne lui auras pas parlé. Qu'elle attende, pensai-je amèrement. Qu'elle voie ce qui arrive d'aide et aux gens qui s'approchent trop près de moi. Peut-être qu'elle comprendrait enfin que certaines choses sont trop brisées pour être réparées. Mais au plus profond de l'obscurité de mon appartement, entourée par les ombres d'une vie que j'avais abandonnée, une partie de moi espérait encore qu'elle continuerait d'essayer. Après le début de mon exil volontaire, Margaret avait clairement atteint ses limites. Les coups frappés à ma porte à 8 heures du matin étaient assez violents pour faire trembler les gonds. Emily Thomas ouvre cette porte immédiatement ou j'appelle les pompiers pour la défoncer. Je l'ignorais, tirant un oreiller sur ma tête. Mais les coups continuèrent, rejoints par une deuxième série de poings. À travers la porte fine, j'entendis Margaret parler à quelqu'un d'autre. Et la petite, elle est là-dedans. Elle se cache comme un animal blessé depuis Noël. Peut-être que tu pourras lui faire entendre raison. Merci, Margaret. Je prends le relais. La voix de Cora me frappa comme une décharge électrique. Je m'assis dans mon lit, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Elle était là, vraiment là, derrière ma porte. Émilie, je sais que tu m'entends. Sa voix était plus douce maintenant, mais non moins déterminée. J'ai une retouche d'urgence. Le mariage à Hendrix est demain. Et la robe est une catastrophe. Malin. Elle savait que je ne laisserais jamais tomber une mariée, même dans mon état actuel. Mais je restais silencieuse, resserrant ma robe de chambre autour de mon corps abîmé. La couturière qu'ils ont engagée à ta place l'a massacrée. 8 centimètres de trop, des manches qui ne vont pas, des perles qui tombent de partout. Une pause. Sarah Hendrix est en train de pleurer dans ma voiture. Elle a 22 ans, Émilie. C'est la robe de sa grand-mère, transmise depuis 3 générations. Maudite soit-elle, elle savait exactement sur quel bouton appuyer. Je me traînais jusqu'à la porte, pressant mon front contre le bois frais. S'il te plaît, juste cette fois, 20 minutes pour réparer ce qu'une autre a détruit. Ensuite, je te laisserai tranquille pour toujours si c'est ce que tu veux. Ma main se déplaça vers le verrou avant que je ne puisse l'arrêter. La serrure cliqua et je sentis la présence de Cora bouger de l'autre côté. N'entre pas, dis-je à travers l'entrebâillement. Laisse la robe dehors. Je vais la réparer. Émilie. J'ai dit de la laisser dehors. Mais elle poussait déjà la porte, me bousculant pour entrer dans mon appartement. Je me détournai d'elle, couvrant mon visage de mes 2 mains, mais c'était trop tard. Dans la lumière du matin qui inondait mes fenêtres, elle avait tout vu. Le silence s'étira entre nous comme un abîme. Quand j'osai enfin la regarder, son visage était pâle, mais son expression déterminée. Elle détaillait mon apparence sans ciller. 3 mois d'isolement m'avaient rendue nécharnée, les cheveux sales et emmêlés, les cicatrices ressortaient, rouges et violentes, sur la pâleur hivernale de ma peau. « Il n'y a pas de robe, dit-elle calmement. Quoi? Il n'y a pas de retouche d'urgence. Sarah Hendrix s'est mariée le mois dernier. J'étais à la cérémonie. Elle ferma la porte derrière elle, s'y adossant comme pour bloquer toute fuite. J'ai menti pour que tu ouvres la porte. La rage explosa en moi comme un feu de forêt. Sors, sors d'ici tout de suite. Non. Regarde-moi, hurlai-je en pointant mon visage en ruine. C'est pour ça que tu te bats si fort? Pour cette chose tordue et laide? Je te regarde. Elle s'approcha et je reculai jusqu'à heurter le comptoir de la cuisine. Je t'ai regardé tous les jours pendant 3 mois en me demandant si tu mangeais, si tu dormais, si tu étais seulement en vie. Eh bien, maintenant tu sais, je suis en vie, félicitations. Ta culpabilité peut reposer en paix.
Son visage se durcit. Ma culpabilité? Tu crois que je ne sais pas que tu te sens responsable parce que c'est toi qui conduisais, parce que tu t'en es sorti avec des égratignures pendant que je devenais un monstre. La gifle partit si vite qu'elle nous stupéfia toutes les deux. Ma joue me brûlait là où sa peau m'avait frappée, et pendant un instant, aucune de nous ne bougea. Je suis désolée, murmura-t-elle, la main sur sa bouche. Je ne voulais pas. Si, tu le voulais. Je touchai ma joue, goûtant le sang là où mes dents avaient coupé ma lèvre. Enfin, un peu d'honnêteté. Tu veux de l'honnêteté? Sa voix monta, tout son calme soigneusement construit se fissurant. Tu veux savoir de quoi je me sens coupable? Pas de l'accident, Émilie, mais du fait que je m'en sois sortie et pas toi. Que je sois restée entière pendant que tu étais brisée. Que pendant 3 mois, j'ai écouté tes messages vocaux et lu des lettres que j'ai écrites sans jamais les envoyer, déversant mon cœur à quelqu'un qui, apparemment, n'a jamais existé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Émilie dont je suis tombée amoureuse était courageuse. Elle prenait des risques. Elle aidait d'autres femmes à se sentir belles quand elles n'arrivaient pas elle-même. Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix restait ferme. Cette personne qui se cache dans le noir, qui rejette tous ceux qui tiennent à elle, ce n'est pas toi. C'est exactement moi. C'est ce qui reste quand on dépouille les illusions. Elle s'approcha encore, maculant contre le comptoir. Alors regarde-moi vraiment. J'essayais de me détourner, mais elle attrapa mon menton, me forçant à croiser son regard. Ses yeux étaient rougissants, rougis par les larmes, des cernes sombres en dessous témoignant de nuits sans sommeil. Je n'ai pas été entière, Émilie. Je suis morte à petit feu, en me demandant si tu m'en voulais, si tu étais en sécurité, si j'avais perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée à cause d'un chauffard et de 30 secondes de malchance. Ses pouces tracèrent les cicatrices le long de ma mâchoire, aussi doux que des ailes de papillon. Je tressaillis, mais elle ne retira pas ses mains. J'aime tes mains, murmura-t-elle. Ce sont toujours les mêmes mains qui ont créé ma veste. J'aime ta voix, même quand tu me cries de partir. J'aime la façon dont tu penches la tête quand tu te concentres, la façon dont tu te mords la lèvre quand tu es nerveuse. Cora, arrête. J'aime tes cicatrices parce qu'elles font partie de toi maintenant. Elles sont la preuve que tu as survécu, que tu es plus forte que tu ne le penses. Elle se pencha, pressant son front contre le mien. Je t'aime, pas le souvenir de celle que tu étais. Toi maintenant, exactement comme tu es. Ces mots brisèrent quelque chose en moi qui était gelé depuis l'accident. Je m'effondrai contre elle, sanglotant pour la première fois depuis que j'avais quitté l'hôpital. Elle me rattrapa, me soutint, ses propres larmes tombant dans mes cheveux. Tu m'as manqué, étouffai-je entre deux sanglots. Tu m'as tellement manqué que j'avais l'impression de me noyer. Je sais, mon cœur, je sais. Elle me caressa les cheveux, nous berçant doucement toutes les deux. Je suis là, je ne vais nulle part. Nous nous laissâmes glisser ensemble sur le sol de la cuisine, nous serrant l'une contre l'autre comme des survivantes d'un naufrage. Dehors, Winston-Salem continuait sa routine quotidienne, mais à l'intérieur de mon appartement, 2 femmes qui avaient failli tout perdre commençaient le lent travail de reconstruction de leur cœur. La guérison ne fut pas le parcours sans heurts que j'avais imaginé. Pour chaque pas en avant, j'avais l'impression d'en faire 2 en arrière. Mais Cora refusait de me laisser me replier complètement dans ma coquille. Elle a commencé en douceur, m'apportant du café et s'asseyant dans ma cuisine pendant que je travaillais sur de simples retouches, sa présence constante et sans exigence. « Et ça ?» demanda-t-elle un matin en me tendant une esquisse de cercles entrelacés. Nous discutions de mon idée de rouvrir la boutique, mais avec une nouvelle orientation. « C'est parfait pour le logo ?» Je traçai le dessin du bout du doigt. Les choses brisées, rendues à leur beauté. Les fils guérisseurs, lut-elle en haut de la page. J'adore. Le nom m'était venu pendant une nuit d'insomnie lorsque j'avais enfin compris que mes cicatrices n'étaient pas seulement des dommages à cacher, mais des récits et de survie que d'autres pourraient avoir besoin d'entendre. Des femmes qui avaient été brûlées, coupées, marquées par la vie d'une manière que la mode traditionnelle ignorait. « Tu es sûre pour l'idée du défilé ?» demandai-je pour la 10e fois. « Ça fait 6 mois. Winston-Salem n'est peut-être pas prête pour… » Pourquoi? Une beauté qui ne correspond pas à leur définition étriquée? Cora posa sa tasse de café avec détermination.
Alors il est peut-être temps d'élargir leurs horizons. Elle avait convaincu le Conseil des Arts de Winston-Salem de nous laisser utiliser leur galerie principale pour un défilé de mode et une exposition d'art conjoint. Ces peintures de survivantes seraient accrochées à côté de mes créations. Des vêtements qui intégraient les cicatrices comme des éléments de design plutôt que des défauts à dissimuler. Mon premier mannequin fut Sarah, une survivante de brûlure à qui l'on avait dit qu'elle ne porterait plus jamais rien de beau. La robe que j'ai créée pour elle utilisait des fils métalliques stratégiquement placés qui suivaient les motifs de ses cicatrices, les bons, transformant en quelque chose qui captait la lumière comme un métal précieux veiné dans du marbre. Je me sens comme une déesse, murmura-t-elle lors de notre dernier essayage, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle fixait son reflet. Vous êtes une déesse, répondis-je en ajustant l'encolure une dernière fois. Vous l'avez toujours été, maintenant vous avez simplement l'armure pour le prouver. La nouvelle se répandit dans les communautés de survivantes avec lesquelles Cora travaillait. Des femmes commencèrent à arriver à ma boutique avec des histoires gravées dans leur peau. Cicatrices de mastectomie, marques chirurgicales, brûlures, coupures d'accident ou de violence. Chacune devint une collaboration entre nous, trouvant des moyens d'honorer leur parcours plutôt que de les dissimuler. C'est un travail incroyable, dit le docteur Martinez lorsqu'il visita la boutique à l'improviste. Mon ancien chirurgien se tenait devant un mannequin portant l'une de mes pièces maîtresses, un chemisier où le motif cicatriciel sur le bras du modèle avait été repris en broderie délicate sur la manche. Merci. Je touchais mon propre visage inconsciemment, un geste qui devenait moins fréquent au fil des mois. Avez-vous reconsidéré la chirurgie reconstructrice? Il existe de nouvelles techniques. Non. La réponse vint sans la moindre hésitation. Ces cicatrices font partie de mon histoire maintenant. Je ne cherche plus à les effacer. À la veille d'Oc, non c'est la notre défilé, je me tenais dans ma boutique entourée de 25 robes, chacune racontant une histoire de survie et de transformation. Cora me trouva là à minuit, mes mains caressant le tissu de ma propre pièce, la robe que je porterai pour ouvrir le spectacle. Des doutes demanda-t-elle, m'enlaçant par derrière. Des terreurs, avouai-je, en me blottissant dans sa chaleur. Et s'il déteste, titre? Et si ça ne fait qu'empirer les choses? Alors nous y ferons face ensemble. Elle me fit pivoter dans ses bras, ses mains traçant le motif familier des cicatrices le long de mon cou. Mais Émilie, et s'ils adoraient? Et si ça changeait tout? Le lendemain soir, je me tenais en coulisses de la galerie du Conseil des Arts de Winston-Salem, écoutant le murmure des voix au-delà du rideau. L'endroit était bondé, des survivantes, des sympathisants, des curieux et des amateurs d'art de toute la région. Les dames d'abord, chuchota Cora, me serrant la main avant de disparaître pour vérifier une dernière fois ses peintures. J'entrai seule sur scène, ma robe captant la lumière des projecteurs. Le fil d'argent que j'avais tissé le long de mes cicatrices créait une constellation sur mon cou et mon épaule, la preuve visible que les choses brisées pouvaient être non seulement réparées, mais sublimées. Le public se tut alors que je commençai à parler, ma voix stable malgré mon cœur battant la chamade. Je m'appelle Émilie Thomas. Il y a 6 mois, je pensais que mon histoire était terminée. Je pensais que l'accident qui m'avait laissé ces cicatrices m'avait tout pris. Je fis une pause, cherchant des visages dans la foule. Sarah, rayonnante et au premier rang, le docteur Martinez hochant la tête d'un air encourageant, Margaret essuyant ses yeux avec son mouchoir. Mais les cicatrices ne sont pas des fins, elles sont des preuves, la preuve que nous avons survécu à quelque chose qui a essayé de nous briser, la preuve que nous sommes plus fortes que nous ne le pensions, la preuve qu'il y a de la beauté dans la guérison, pas seulement dans la blessure. Le premier mannequin sortit alors, Sarah dans sa robe de déesse, la tête haute, ses cicatrices brillant comme des bijoux sous les lumières. Le public retint son souffle, puis commença à applaudir. Une par une, mes femmes prirent leur tour. Chaque robe était une déclaration que la survie était une forme d'art en soi. Lorsque le dernier mannequin disparut en coulisses, je retournai au centre de la scène. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de mode ou même de guérison. Il s'agit de refuser de cacher les parties de nous-mêmes qui nous rendent humaines. Il s'agit de trouver la beauté dans les fissures. L'ovation dura 5 longues minutes, alors que la foule se dispersait pour examiner les peintures de Cora et voir les robes de plus près. Je sentis une main se glisser dans la mienne. « Comment tu te sens ?» demanda Cora.
De nouveau moi-même, dis-je, nous surprenant toutes les deux par la vérité de ces mots. Pour la première fois depuis l'accident, je me sens moi-même. Plus tard dans la nuit, après le départ du dernier invité et le nettoyage de la galerie, Cora et moi nous assîmes sur les marches extérieures, partageant une bouteille de champagne en regardant les étoiles. Et maintenant demanda-t-elle. Maintenant, on continue de guérir et d'aider les autres à guérir. Je pris sa main, étudiant les lignes familières de sa paume. Ensemble, si tu veux bien de moi. Émilie Thomas, ça fait 8 mois que j'attends que tu me reviennes. Je ne vais nulle part. Elle m'embrassa alors, un baiser doux et sûr, et je goûtais l'avenir sur ses lèvres. Pas la vie parfaite que j'avais imaginée avant l'accident, mais quelque chose de plus riche et de plus réel. Quelque chose construit sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Un an après le défilé qui a tout changé, je me suis retrouvée dans la nacelle d'une montgolfière, les jointures blanchies à force de serrer le bord en osier. Mais cette fois, je n'étais pas seule avec ma peur. Respire, murmura Cora à côté de moi, sa main chaude sur la mienne. Souviens-toi, c'est ici que tout a commencé. Le ballon s'éleva lentement au-dessus du paysage automnal de Winston-Salem. La même vue qui nous avait réunis pour la première fois servait maintenant de témoin du chemin parcouru. En bas, la ville s'étendait comme une courte pointe de souvenirs. Ma boutique où nous étions tombées amoureuses, l'hôpital où j'avais appris ce que signifiait survivre, la galerie où j'avais retrouvé ma voix. Il y a chaton, un jour pour jour, rempli fondotillon, dis-je, ma voix ferme malgré l'altitude, l'accident. Il y a un an, nous avons failli tout perdre. Cora me serra les doigts. Au lieu de ça, nous avons découvert de quoi nous étions vraiment faites. Les fils guérisseurs étaient devenus plus qu'une entreprise, c'était un mouvement. Des femmes venaient de tout le sud pour commander des pièces qui célébraient leurs cicatrices au lieu de les cacher. Le cabinet d'art-thérapie de Cora s'était également développé, nos ateliers étant réservés des mois à l'avance. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit Cora alors que le pilote nous guidait au-dessus de la même chaîne de montagnes où notre voiture s'était écrasée. Sa voix contenait une excitation nerveuse qui fit frémir mon estomac. Qu'est-ce que c'est? Au lieu de répondre, elle plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte de velours. Mon souffle se coupa lorsqu'elle l'ouvrit, révélant une bague comme je n'en avais jamais vue. L'anneau était fait de boutons vintage fondus, les mêmes qu'elle m'avait donnés pour sa veste, torsadés en une spirale élégante qui captait la lumière du matin. Milly Thomas, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Tu m'as appris que les plus belles choses naissent lentes lorsque l'on prend des morceaux brisés pour les reconstituer. Des larmes brouillèrent ma vision alors qu'elle continuait. Tu m'as ça montré que les cicatrices ne sont pas des défauts à cacher, mais des histoires à célébrer. Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à apprendre chaque chapitre de ton histoire? Cora, je pouvais à peine parler, la gorge nouée. Veux-tu m'épouser? Le ballon se balançait doucement dans la brise d'automne, alors que je plongeais mon regard dans ses yeux bleus, y voyant tout notre avenir. Deux femmes qui s'étaient retrouvées dans les nuages, s'étaient perdues dans le métal tordu et le verre brisé, puis avaient lutté pour retrouver quelque chose de plus fort que ce qu'elles avaient au départ. Oui, murmurai-je, puis plus fort. Oui, bon sang, oui. Elle glissa la bague à mon doigt sans aucun marquer les boutons recyclés chauds contre ma peau. Autour de nous, les autres passagers applaudirent, mais je les entendais à peine. J'étais noyée dans le baiser de Cora, goûtant à la promesse, à l'éternité et à cet amour qui survit à tout. 3 mois plus tard, nous avons échangé nos vœux dans ma boutique par un après-midi de décembre enneigé. Je portais une robe de ma propre création, en soie ivoire, avec des fils d'argent qui suivaient mes cicatrices comme un tatouage élaboré, transformant le traumatisme en art. La robe de Cora était plus simple, d'un bleu nuit qui s'accordait avec ses boutons et faisait ressortir ses yeux. Margaret était ma dame d'honneur, épongeant ses yeux avec le même mouchoir qu'elle avait utilisé lors de notre défilé. Le docteur Martinez conduisit Cora jusqu'à l'hôtel improvisé entre les portants de tissu, sa présence rappelant que parfois, la guérison la plus importante se produit en dehors des murs de l'hôpital. « Vous êtes sûr de votre coup ?» murmura-t-il à Cora en me la confiant. « C'est l'amour de ma vie, » répondit Cora sans hésiter. Cicatrice comprise.
La cérémonie fut intime mais parfaite. Notre famille choisie, composée de survivantes et de guérisseurs, de couturières et d'artistes, toutes sont les personnes qui nous avaient aidés à recoudre nos vies. Lorsque le célébrant demanda si quelqu'un s'y opposait, Sarah cria du fond de la salle: S'opposer? On attend ça depuis plus longtemps qu'elle était. Le rire qui s'ensuivit résonna comme une bénédiction. Notre première danse fut sur une musique du téléphone de Cora, lente et douce au milieu des robes de mariée qui nous avaient réunis. Alors que nous nous balancions entre les mannequins drapés de rêve, j'aperçus notre reflet dans le miroir à 3 faces où nous nous étions embrassés pour la première fois. La femme qui me regardait était différente de celle qui était montée dans une montgolfière 2 ans plus tôt, en quête de sa confiance perdue. Mes cicatrices et ses cicatrices étaient visibles, sans excuse, tissées dans le design de ma robe comme un fil d'or dans un tissu précieux. J'étais belle, non pas en dépit de ce qui m'était arrivé, mais grâce à la manière dont j'avais choisi de guérir. À quoi tu penses? Demanda Cora, suivant mon regard vers le miroir. Au chemin parcouru? Dis-je en touchant sa joue. Et à tout celui qui nous reste à parcourir? Ensemble, toujours ensemble. Alors que nos invités se déplaçaient entre les expositions d'œuvres d'art curatives, rasanées, de mode révolutionnaire, je réalisais que le vrai miracle était là. Non pas que nous ayons survécu à l'accident, mais que nous ayons appris à nous épanouir grâce à lui. Nous avions pris 2 femmes parisiennes, brisées, et les avions cousues ensemble pour créer quelque chose qu'aucune n'aurait pu être seule. Une histoire d'amour qui prouvait que la résurrection était possible, un point de couture prudent à la fois. Plus tard dans la nuit, alors que nous dansions un slow dans notre boutique vide, entourée des restes de notre réception de mariage, Cora murmura contre mon cou marqué: Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si nous n'étions jamais montés dans ce ballon? Jamais, dis-je sans hésitation. Certains fils sont destinés à s'en mêler. Accident ou pas, nous nous serions trouvés un jour ou l'autre. Tu crois? Je l'embrassai alors, goûtant l'éternité sur ses lèvres, sentant l'or massif de sa bague contre ma joue cicatrisée. Un amour comme celui-ci n'arrive pas par hasard, Cora. Il arrive par choix. Chaque jour, nous nous choisissons l'une l'autre. Dehors, la neige continuait de tomber sur Winston-Salem, recouvrant notre petit coin du monde d'un blanc immaculé. Mais à l'intérieur de notre sanctuaire de soie et de fils d'argent, 2 femmes qui avaient appris que les plus belles tapisseries sont tissées à la fois d'ombre et de lumière, se tenaient serrées l'une contre l'autre, prêtes à affronter toutes les histoires que l'avenir pourrait écrire sur leur peau.